Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatique News pour notre actualité, l'invité de la semaine. Et nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre-Yves Albrieux, qui est directeur général de SUSE France. Pierre-Yves Albrieux, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, on commence toujours cet entretien par une actu, votre actu, c'est-à-dire un événement ou une tendance qui a retenu plus particulièrement votre attention et qui évidemment est liée à notre secteur IT. Écoutez, je vous remercie de me donner l'occasion, en tous les cas, d'en parler. J'ai lu quelque chose cette semaine dans la presse qui, moi, m'a beaucoup marqué, qui est le fait que Windows 10, pour la première fois dans sa nouvelle version, dans sa dernière release, intégrait un sous-système Linux, kernel, un kernel 4.19. Et je me rappelle d'un temps qui n'était pas si lointain, en 2006, quand notre ex-maison mère Novell avait acquis SUSE et que nous avions fait un accord de partenariat et de co-développement avec Microsoft. Je me rappelle les réactions violentes qu'il y avait eu à l'époque et je trouve que l'histoire, voilà, est toujours assez rigolote quand on la regarde quelques années après et que Microsoft aujourd'hui est l'un des plus grands contributeurs au kernel et directement au sein de son principal software va intégrer directement ce sous-système Linux pour porter des applications. Oui, effectivement, on se souvient des déclarations de Steve Ballmer qui comparait Linux à un cancer. Je voulais justement pas répéter le mot, mais voilà, c'est ça qui nous avait marqué. Et je vous assure que SUSE, à l'époque, à travers Novell, je me rappelle encore de manifestations lors d'événements, effectivement, de personnes de certaines communautés ou de certaines associations qui venaient décrier cet accord avec le grand Satan. C'est une époque où finalement l'open source était très lié à l'idéologie, ce qui s'est un peu débarrassé depuis. En tout cas, si Linux était un cancer, on peut dire qu'aujourd'hui vous êtes en rémission, ça c'est clair. En rémission ou le cancer a gagné. Je ne sais pas dans quel sens on doit le prendre, ça dépend où est-ce qu'on peut être. La question aussi qu'on peut poser, c'est, vous vous souvenez des petits problèmes qu'il y avait eu dans la dernière version, la 18.09 de Windows 10. On espère que celle-ci sera plus... la migration se passera de manière plus fluide, si je puis dire. Je l'ai vécu en tant que particulier. Et donc quand vous dites que Linux est sur Windows 10, c'est quoi? Il est sur une machine virtuelle de Windows 10 ou comment ça fonctionne? Non, justement, avant, il y avait possibilité, à travers une machine virtuelle, de pouvoir porter directement un Linux. Aujourd'hui, on est vraiment dans un sous-système, c'est-à-dire que la possibilité de porter des applications Linux directement sur un Windows 10 sans faire effectivement tourner une machine virtuelle en fait dessus. Donc ce qui, en termes de performance... Pour les développeurs, c'est idéal. Et il n'y a pas de modification à faire sur l'application. Pas de modification. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que Microsoft a travaillé directement avec la communauté kernel pour faire une optimisation du kernel pour le faire fonctionner avec une machine Windows, directement, nativement. Et surtout, Microsoft a reversé le contenu de ces modifications, comme ça doit se faire dans un environnement Linux et à travers les règles fondamentales de la GPL, a reversé ce code à la communauté pour le bien, effectivement, du plus grand nombre. Très bien. Alors, on va parler de SUSE, puisque c'est pour ça que merci, sinon vous êtes là aujourd'hui. Je ne travaille pas chez Microsoft encore. En fait, on va démarrer peut-être par repositionner où en est SUSE aujourd'hui, parce qu'il y a eu alors vous avez cité l'épisode Novell, mais enfin ça c'est relativement ancien. Mais plus récemment, il y a eu l'épisode Microfocus, dont vous avez été racheté, puis revendu, et ça c'est pas très vieux. Donc où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Et puis finalement, le fait d'être revenu indépendant, entre guillemets, est-ce qu'on n'est jamais indépendant? On est toujours dépendant de quelqu'un. Là, vous êtes dépendant de la société d'investissement qui vous a racheté, mais finalement, qu'est-ce que ça change pour vous aujourd'hui, et où est-ce que vous en êtes exactement? D'accord. Le 15 mars 2019, SUSE est redevenu une société indépendante. On a quitté le giron Microfocus, donc on a été vendu au private equity qui s'appelle Equity, c'est pas pratique à dire, mais voilà, UKT qui est une société suédoise, fonds d'investissement suédois. On est aujourd'hui 1750 personnes dans le monde, on a recruté 300 personnes jusqu'à présent sur l'année 2019, un taux de croissance de 15% globalement, toutes les zones géographiques sont positives et sont dans le vert. Les recrutements se font à l'échelle de 34 pays, 75 nationalités, donc c'est vraiment une expansion forte de SUSE, mais qui était déjà dans une expansion forte à l'époque de Microfocus. Simplement, je pense pour des questions de modèle économique qui étaient différents entre les sociétés et ce que faisait Microfocus et ce que pouvait faire SUSE, SUSE avait besoin, pour avoir un second souffle d'investissement, de devenir indépendant. Et on voit clairement aujourd'hui l'effet très positif de cette indépendance, surtout qu'en parallèle, on a notre principal confrère qui, lui, devient filiale, effectivement, d'un grand groupe qui est IBM.
Et donc c'est une formidable opportunité pour SUSE, tant d'un point de vue investissement, et aussi en termes de visibilité. Et vous, alors je ne sais pas si vous pouvez élaborer là-dessus, mais finalement il y a les synergies entre Micro Focus, parce que vous avez parlé de business model, mais les synergies technologiques entre Micro Focus et SUSE, finalement, n'existaient pas vraiment? Alors si, elles existaient, hein, on continue et on va continuer à travailler beaucoup, notamment sur toute la transformation des environnements mainframe vers des environnements x86 Linux. On travaille aussi avec eux sur des très grands comptes autour de certaines offres, autour de la partie DevOps par rapport aux achats et aux acquisitions technologiques qu'ils ont fait sur la partie HP Software. Donc on a aujourd'hui des synergies, on continue à travailler ensemble, on se connaît très bien, donc on va profiter de cet effet de synergie. Quand je parlais de modèle économique, c'est simplement voilà, qu'il y avait du software principalement propriétaire d'un côté, on est dans un environnement Linux open source de l'autre, avec des questions d'investissement qui sont simplement différentes. Je rentre, voilà, évidemment pas dans les détails parce que c'est pas ma partie. Mais donc finalement, c'est une séparation qui s'est faite à l'amiable, entre guillemets. En gros, c'est le constat que le fait de travailler ensemble n'était pas très pertinent et qu'il fallait mieux que chacun reprenne sa destinée et donc continuer à collaborer, mais de manière séparée. Je ne peux pas rentrer effectivement dans ces détails parce que c'est pas moi qui étais à l'origine, mais oui, en tous les cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous confirmer pour le vivre tous les jours, c'est que c'est une séparation à l'amiable et on va continuer à avoir des synergies naturelles par rapport à nos secteurs d'activité et par rapport aux accointances que nous avons créées ensemble pendant ces dernières années. Oui. Alors, il y a une actualité assez riche ces derniers temps, je dirais dans le monde open source et Linux plus particulièrement. Donc, vous l'avez déjà cité, le fait que Red Hat finalement soit racheté par IBM, donc viennent dans le giron d'IBM, alors que vous devenez indépendant. Linux est aujourd'hui l'OS serveur de loin leader sur le marché. Il y a l'évolution vers le cloud, donc vous aussi vous avez une initiative liée à Cloud Foundry. Est-ce que vous pourriez finalement nous donner quelques lignes directrices de tout ça pour voir où les choses vont évoluer et comment Linux va jouer un rôle dans l'évolution vers le cloud, et à la fois cloud privé et cloud public, comment tout ça s'organise? L'OS Linux reste une part importante parce que c'est vraiment le socle aujourd'hui de base de beaucoup de choses que l'on peut faire. Donc il ne faut pas enlever cette partie importante qui est cette histoire, l'OS que nous créons. On vient de sortir la SLES 15 qui est un élément important basé sur des microservices avec encore plus de sécurité, beaucoup plus de modularité pour directement aller vers des environnements cloud, vers de l'hybridation. On parle beaucoup aujourd'hui de cloud, mais voilà, encore une fois, il faut des OS, il faut des socles pour pouvoir travailler. On travaille aussi beaucoup dans la partie delivery des applications, c'est-à-dire la notion comment est-ce qu'on va accompagner nos clients dans la démarche CI/CD, dans le DevOps, comment on va faciliter à travers des technologies open source cette mouvance, ce temps qui se raccourcit, où il faut porter des applications le plus rapidement, où les entreprises ont besoin vraiment de réactivité, d'agilité. Et seule aujourd'hui, une grande partie, pour moi, hein, c'est ma conviction, mais je travaille dans l'open source, seul l'open source, par son caractère innovant, par le fait qu'on est à plusieurs à travailler ensemble sur des innovations, à investir au sein de communautés Linux, est capable d'apporter justement ce time to market en termes d'innovation technologique. SUSE participe grandement à ces innovations. Et on voit que c'est un modèle qui est payant aujourd'hui, à la fois pour nos entreprises clientes et à la fois pour nos sociétés, nous qui faisons et qui participons à ces communautés. Et alors comment Linux s'inscrit dans cette évolution vers le cloud public en particulier, je dirais, est-ce que vous allez avoir une place importante, jouer un rôle important chez AWS, chez Azure, chez Google Compute Platform? Oui, je voudrais juste vous donner un exemple, par exemple, qui est lié à Azure. Hein. On vient d'annoncer extrêmement récemment le fait que nous allions être capables de porter ce qu'on appelle des instances importantes ou de grandes instances ANA pour le domaine SAP, donc supérieures à 0,5 Tera hein, pour rentrer de mémoire, ce qui a demandé avec Microsoft des développements spécifiques qu'on a portés aussi au sein des différentes communautés qui étaient impactées, et donc qui est un élément majeur aujourd'hui où on travaille tous les jours avec AWS, avec Google, avec Azure, à porter
nos applications, nos développements logiciels au sein de leur cloud public. Et alors, comment vous vous positionnez par rapport à, justement, dans ce cadre du cloud, par rapport à VMware et par rapport, alors VMware, c'est un produit on ne peut plus propriétaire. Même s'il participe à des communautés. Bien sûr, voilà. Donc ça c'est la virtualisation, mais après il y a la containerisation, donc est-ce que vous bypassez cette étape de virtualisation ou est-ce que vous intégrez les deux, comment ça fonctionne? Surtout pas. Il y avait cette semaine un événement important à Barcelone, le Kubecon, Kubecon, effectivement, oui. 4000 personnes, je crois, l'année dernière, 11 000. Les équipes France qui y étaient m'ont dit que c'était un véritable assaut sur les différents stands. On était Platinum sponsor, à ma connaissance. Le point important, c'est que voilà, on développe aujourd'hui une distribution Kubernetes, donc on fait du support et de la maintenance sur Kubernetes, on participe au projet Kubernetes, donc ça c'est un élément important, on participe au développement upstream de Kubernetes, et surtout sur la partie développement applicatif, intégration applicative autour de Cloud Foundry, donc la notion de PaaS, donc la partie plus usine de développement qu'on va retrouver au-dessus de Kubernetes. On intègre aujourd'hui dans l'ensemble de nos solutions, que ce soit stockage, PaaS, aujourd'hui la conteneurisation, qui est un élément central aujourd'hui d'infrastructure, une composante d'infrastructure centrale en fait de l'ensemble en fait de nos solutions logicielles. Mais alors Kubernetes, donc c'est un logiciel d'administration de conteneurs. Donc après on peut mettre des conteneurs comme on veut. Comment vous vous positionnez par rapport à Docker? Parce qu'apparemment, ils ont... enfin, c'est Google qui est quand même très, très moteur derrière Kubernetes, puisqu'au départ, c'était le développeur de l'application. Ils ont l'air assez agressifs vis-à-vis de Docker. Comment vous... Il y a un CTO SUSE qui s'appelle Thomas Di Giacomo et qui fera un plaisir de vous donner effectivement les orientations stratégiques dessus, là-dessus, et plus précisément que moi. La seule chose que moi je peux vous dire, et c'est un sentiment que j'ai, et c'est une assurance, aujourd'hui SUSE travaille à partir du moment où il y a une communauté Linux qui est derrière. Docker est une solution magnifique qui a apporté la conteneurisation, mais aujourd'hui c'est une solution qui n'est pas 100% open source. Voilà. Donc nous avons besoin de travailler avec des solutions qui sont 100% open source et qui sont 100% communautaires. Alors, pour assurer le développement et éviter le vendor lock-in de nos clients. D'accord. Donc Cloud Foundry, vous avez dit, vous avez placé c'est un PaaS. Finalement, ça permet de développer des applications modernes, cloud native, comme on dit, et de faire du DevOps, en fait. C'est un peu ça. C'est une usine de développement qui permet effectivement à des développeurs, c'est des frameworks, une usine de développement, je pense que c'est le meilleur mot, la meilleure image. Vous avez des exemples d'entreprises en France qui sont des grands utilisateurs de Cloud Foundry? Oui. Alors, je n'ai pas de référence publique, donc je ne pourrais pas vous donner des noms, mais si vous trouvez aujourd'hui des avionneurs, vous allez retrouver des sociétés télécoms qui vont trouver des grandes sociétés télécoms, même des sociétés dans la défense, des entités de l'État qui aujourd'hui se posent la question et qui sont en train de mettre en place des solutions PaaS afin justement aussi de permettre d'avoir des gens de l'externe qui viennent développer et des gens de l'interne pour aussi gérer la sécurité au sein de leur système d'information. Parce que l'intérêt et la force de solutions comme Cloud Foundry, c'est qu'on peut aussi bien les déployer sur un cloud public type Azure, Google, AWS, OBS, pareil, les clouds Orange, et l'avoir la même version, le clone en fait de cette version-là, au sein de son data center et au sein de son firewall. On peut faire les deux et donc faire du multi-cloud. Exactement, et surtout éviter qu'un développeur externe on soit obligé de le faire rentrer d'un point de vue sécurité au sein du système d'information. On sait que c'est complexe, la sécurité est un enjeu majeur. OpenStack, puisqu'on est sur le cloud, OpenStack, vous êtes fortement impliqué dans OpenStack. On a l'impression que c'est un monde un petit peu à part dans le domaine du cloud. Comment ça évolue? Et quel rôle vous avez, quel rôle en tout cas vous pensez jouer dans cette évolution d'OpenStack? Alors on a un rôle majeur et depuis le début, SUSE a été la première distribution dite entreprise, donc avec un cycle de vie, à proposer une distribution OpenStack. Alan Clark est le chairman de la fondation OpenStack, c'est un salarié SUSE. On continue à investir sur le IaaS et je trouve qu'on a un renouveau du IaaS aujourd'hui, du cloud privé des entreprises qui ont besoin de plus en plus d'hybridation, donc qui ont besoin d'avoir des systèmes agiles au sein de leur data center, au sein de leur firewall,
afin de permettre de faire du débordement dans du cloud. Donc ils ont besoin à la fois d'avoir de l'agilité chez eux et de l'agilité à l'extérieur. L'OpenStack est aujourd'hui une excellente solution. La présence d'OpenStack dans le cloud public vous paraît satisfaisante, enfin en tout cas évoluer dans la bonne direction? Parce qu'effectivement au départ c'était plutôt pour faire du cloud privé, donc dans le cadre de l'entreprise, mais maintenant on est largement au-delà de ça et il faut pouvoir faire le lien entre les clouds publics. Donc est-ce que la présence d'OpenStack est assez forte, est assez robuste? Dans le cloud public, moi je vois moins d'OpenStack. Les projets que nous menons chez SUSE sont des projets vraiment de cloud privé pour nos clients, qui ont besoin de gagner en agilité au sein de leur data center ou pour simplement des questions de sécurité, de souveraineté, ne peuvent pas se permettre de mettre beaucoup ou certaines de leurs instances dans des clouds publics. Et donc on a beaucoup de projets aujourd'hui de clients qui étaient partis fortement sur le cloud public et qui réinternalisent aussi des instances pour des questions de sécurité, de souveraineté. Et là, ils ont besoin effectivement de l'agilité et OpenStack est la seule solution. Bon, c'est clair. Dernier point là pour faire ce tour d'horizon assez rapide mais assez complet malgré tout. Vous avez fait une annonce récente dans le domaine du stockage, donc c'était la version 6. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu qu'est-ce qu'elle apporte de plus et en gros finalement quel est là pour le coup votre input dans le domaine du stockage avec cette solution-là? On investit depuis le départ et on croit beaucoup dans la communauté Ceph, qui est rentrée au sein de la Linux Foundation, donc qui assure maintenant la pérennité de cette solution de stockage distribué. Donc on investit, on sort des distributions. Donc Ceph, vous pouvez rappeler ce que ça veut dire? Céphalopode, donc une solution de stockage distribué où vous êtes agnostique en termes de matériel x86. On met de l'intelligence logicielle qui vient piloter du matériel x86 et du disque sans qu'on soit lié effectivement à un bundle appliance hardware logiciel comme on pouvait retrouver sur des infrastructures de type legacy, et l'image du céphalopode, donc de l'intelligence au milieu, le poulpe, voilà, tout simplement, et ses bras et ses ramifications. Donc là, on continue à travailler, on sort cette nouvelle release qui a été annoncée il y a quelques semaines, enfin quelques jours même, quelques jours à Barcelone. L'objectif, c'est toujours de se rapprocher en fait des besoins cloud et des applications cloud natives des clients, notamment pour être capable de faire du débordement dans du cloud et notamment en termes de sauvegarde, donc améliorer les capacités de sauvegarde qu'on va avoir dans du cloud, c'est-à-dire avoir une infrastructure et donc l'hybridation qu'il y a derrière. On a des infrastructures de stockage au sein de son data center. On va aller chercher des solutions pour pouvoir déborder dans du cloud sur ces infrastructures de stockage dans du cloud et d'être capable, en fait, par exemple, d'avoir des sauvegardes beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces dans des clouds publics parce que c'est quelque chose qui est fortement demandé par nos clients, cette notion d'hybridation, de débordement dans du cloud. Donc là, on est encore dans le cadre du multi-cloud. On est dans le multi-cloud, dans l'hybridation, toujours avec une solution. Et chez SUSE, toutes nos solutions sont à la fois portables sur du cloud, mais fonctionnent toujours au sein des data centers et de manière insourcée chez nos clients. Très bien. Écoutez, on va rester sur cette conclusion. En tout cas, Pierre-Yves Valorieux, merci beaucoup. Je vous remercie en tous les cas de m'avoir invité.